Je suis très heureuse d'être ici puisque l'Université Laval est mon alma mater et ça me fait toujours plaisir de revenir dans ces murs. Je dirais que cette communication est née d'un projet subventionné par le CRSH qui visait notamment à éditer l'histoire du Canada de Gabriel Sagard. Et pour préparer cette présentation, j'ai bénéficié de l'aide d'un de mes étudiants, Peter Mourvaille, qui s'est initié au Montagnais et au Huron. Donc, son aide m'a été très précieuse. Et s'il y a dans la salle des locuteurs autochtones, je tiens d'ailleurs à m'excuser de ma prononciation qui est très approximative, voire fautive, et donc je vais prononcer au meilleur de mes connaissances et je vais probablement bégayer en langue amérindienne, un peu comme le faisaient Sagard et les missionnaires. Donc, pour présenter Gabriel Sagard, je dirais que c'est un historien, un voyageur, un polémiste, un anthropologue, un linguiste avant la lettre. Il a séjourné en Nouvelle-France de 1623 à 1624. Après avoir été à Québec quelques semaines, il se rend aussitôt en canot en Huronie, où il passera près d'un an. Son séjour a été raconté dans Le Grand Voyage du pays des Hurons, qui a été publié en 1632, soit la même année que la première relation de Paul le Jeune et l'édition des voyages de 1632 de Samuel de Champlain. Alors, la première relation de Paul le Jeune était bien sûr très importante parce qu'elle inaugure la célèbre série des lettres annuelles des Jésuites et elle présente une sorte de tremplin très important pour les missionnaires jésuites. Et les Récollets ne voulaient bien sûr pas être en reste. Alors, cette publication visait notamment à faire contrepoids à ces deux publications. Dans l'édition des voyages de Samuel de Champlain, ce qu'on remarque, c'est que tout ce qui concerne les Récollets, presque tout, je devrais dire pour être honnête, est juste a été éliminé par rapport aux éditions précédentes. Donc, c'est sûr que les Récollets étaient certainement très vexés de cela parce que Champlain, comme vous le savez peut-être, a invité les Récollets à venir en Nouvelle-France en 1615. Donc, pour justement concurrencer ces deux publications, eh bien, Sagard s'est précipité à sortir son livre et on peut le voir par les nombreuses coquilles et erreurs typographiques dont il va se plaindre. Alors, l'édition du Grand Voyage avait pour but notamment de favoriser le retour des missionnaires en Nouvelle-France. Mais le livre de Sagard n'aura pas l'effet escompté, puisque non seulement les Récollets ne reviendront pas en 1632, alors que les Jésuites, eux, reviendront en Nouvelle-France, mais en 1633 et 1634, ils resteront sur le quai, si je peux m'exprimer ainsi, et les membres de la Compagnie des Sans-Associés allégeront malicieusement que les Récollets n'étaient pas prêts. Alors ça, c'est bien sûr un alibi, une excuse. Il y avait des raisons politiques sur lesquelles je ne veux pas m'aventurer parce que j'en aurais pour une demi-heure. Alors, je vais donc passer maintenant à la publication de l'histoire du Canada qui a été amorcée en 1634. Sagard, devant ce nouveau refus, entreprend, sans doute à la demande de ses supérieurs, la rédaction de cet ouvrage qui est un nouveau plaidoyer en faveur des missions récollettes. Il sera publié en 1636, soit chez l'éditeur Claude Saunius, qui est un éditeur qui a déjà publié une histoire des missions récollettes d'un nommé Charles Rapine. Alors, ce deuxième livre est beaucoup plus volumineux que le premier et il constitue à mes yeux l'œuvre maîtresse de Gabriel Sagard, puisqu'il reprend les considérations de son grand voyage en les corrigeant, mais aussi en l'étoffant de multiples considérations encyclopédiques de toutes sortes. Et Sagard va également raconter les aventures des missionnaires récollets qui l'ont précédé en Nouvelle-France et celles de ceux
qui lui ont succédé. Dans ces deux livres, Sagard apparaît vraiment comme un homme curieux de tout, hein, des mœurs des Amérindiens comme de celles des autres nations, ainsi que de toutes les singularités qu'on retrouve sur Terre et en Nouvelle-France. Il prolonge son récit par de nombreuses lectures, hein, Léry, Acosta, Champlain, Lejeune, les historiens récollets, mais aussi les gazetiers et les nouvellistes de l'époque qui vont lui fournir des anecdotes singulières qui sortent bien sûr du cadre d'émission de la Nouvelle-France. Mais ça, pour lui, c'est pas important, hein. Et il prend plaisir aussi à raconter ce que des missionnaires qui ont séjourné en Chine, dans les Indes orientales, etc., vont lui raconter pour établir des points de comparaison avec ce qu'il observe en Nouvelle-France. Et à cet égard, il prend un peu pour modèle Marc Lescarbot, qui a écrit une histoire de la Nouvelle-France. Alors, je vais citer ici la préface de l'Histoire du Canada, où l'auteur expose son double mandat, le double mandat de son histoire des missions, qui est d'édifier, bien sûr, mais aussi satisfaire la curiosité. Je peux donc, à bon droit, dire que ce volume peut profiter non seulement aux dévots et personnes portées à la piété, mais à tous ceux qui ne sont portés que d'une simple curiosité de connaître les choses étrangères et non communes. Alors, dans ces deux ouvrages, Sagard va se révéler un observateur attentif, hein, et en particulier, enfin, sur toutes sortes de choses, mais en particulier sur les mœurs huronnes qu'il a observées mieux que quiconque, ayant séjourné dans une famille huronne, hein, pendant près d'une année et ayant partagé leur vie dans une maison longue. Ce qu'on remarque chez lui, c'est qu'il n'y a aucune censure apparente, même quand il décrit des pratiques qui contreviennent à sa morale. Par exemple, il va décrire les accouplements rituels que les Hurons pratiquaient de temps en temps pour obtenir des guérisons. Et donc, il est le premier missionnaire à le faire. Et les jésuites, Jérôme Lallemand en particulier, va le faire, mais seulement en 1639, soit beaucoup plus tard, et avec une extrême répugnance, hein, une répugnance qu'on ne sent pas aussi forte chez Sagard. Au nombre des particularités dignes de mention, les langues autochtones méritent dans son livre une place à part. Et contrairement à Samuel de Champlain, qui n'a jamais appris les langues autochtones et qui, dans sa communication avec les autochtones, se fiait sur les truchements, Sagard, lui, va se livrer à un apprentissage précoce de ces langues. Alors, dès la France, comme il le dit, j'avais une grande inclination pour les langues sauvages, afin qu'en y profitant, je puisse après profiter aux âmes. Et on avait déjà assemblé une quantité de mots. Alors, il note les mots sur un petit calepin minutieusement et il va s'exercer à prononcer les termes à la cadence, mais du pays, comme il le dit. Mais parfois, évidemment, il aura bien sûr du mal à se faire comprendre. Alors que les efforts des Récollets pour apprendre les langues locales sont considérables, le jésuite Charles Lallemand remet la capacité des Récollets de les apprendre, mais surtout la capacité qu'ils avaient de transiger avec les truchements, et en particulier un truchement. Ici, je vais citer la relation de 1626 qui reprend une lettre de Charles Lallemand adressée à son frère. Sans perdre de temps, je sollicitais le truchement d'une autre nation de me communiquer ce qu'il savait, dont je m'étonne comme il le fit si franchement, ayant été si réservé à l'endroit des révérends pères Récollets. Alors déjà, hein, on sent bien la malice de Charles Lallemand qui suppose justement que les interprètes n'étaient pas bien disposés à communiquer leur savoir aux Récollets. Alors dans son livre, hein, L'Histoire du Canada, Sagard riposte notamment fréquemment à ces attaques en sourdine, bien sûr, de Charles Lallemand.
Et il va dire que les Récollets ont prêté leur dictionnaire aux Jésuites et que ceux-ci ne les ont même pas remerciés. Dans l'histoire du Canada, il écrit « Je sais bien que les derniers ouvriers font toujours assez peu d'état du travail des premiers et ils trouvent souvent à redire. » Alors, il y aura nombre d'autres critiques qui reviendront dans son histoire du Canada. Puis pour revenir à cette dernière citation, il faut bien dire qu'il est vrai que les Récollets ont prêté leur dictionnaire, mais ils en ont été plus ou moins contraints par le duc de Ventadour, qui leur a demandé de donner leurs livres et leur grammaire aux Jésuites, et Sagard a vivement protesté, il le dit clairement dans l'histoire du Canada. Alors, l'édition du dictionnaire de la langue huronne, qui est parue en même temps et en annexe au Grand Voyage, est certes une réplique au grief de Charles Allemand, de même qu'une contre-offensive à la parution de la doctrine chrétienne du révérend père Ledem de la Compagnie de Jésus, traduite en langage canadien, qui a été, cette traduction d'ailleurs, est attribuée à Jean de Brébeuf. Le livre avait été publié pour la première fois à Rouen en 1630 sous forme de plaquette et va être annexé au voyage de Samuel de Champlain en 1632. Donc il faut situer les écrits de Sagard et ses publications dans le cadre de cette rivalité missionnaire. C'est presque un duel de plumes entre jésuites et récollets pour la reconquête des missions de la Nouvelle-France. Alors, malgré tous les efforts des récollets pour apprendre les langues autochtones, ils ont été minimisés par la postérité. Et l'historien Charlevoix, que vous connaissez peut-être, laisse planer des doutes sur les compétences linguistiques du récollet, car il écrit dans son histoire et description générale de la Nouvelle-France, le vocabulaire huron qu'il nous a laissé prouve que ni lui, ni aucun de ceux qu'il a pu consulter ne savait bien cette langue, laquelle est très difficile, par conséquent, que les conversions des sauvages n'ont pas été en grand nombre de son temps, ce qui est vrai d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Donc, la compétence missionnaire va bien sûr de pair avec la maîtrise des langues autochtones. Les missionnaires devaient non seulement prêcher dans les langues locales, mais devaient aussi, du moins les prêtres, recevoir le secret des confessions. Alors, contrairement à ce qu'écrit Charlevoix, je vais précisément montrer que les écrits de Sagard constituent, malgré quelques erreurs, un témoignage des plus complets à l'époque sur le parler des Autochtones. J'entends dresser le bilan de son apport à l'étude des langues amérindiennes, que ce soit à travers son lexique, le discours du Grand Voyage ou celui de l'histoire du Canada. Et le premier point de cet exposé, le lexique franco-huron de Gabriel Sagard, un document ethno-linguistique de première main. Alors, le dictionnaire de la langue huronne est, à mes yeux, une entreprise de pionniers. John Stakely, que vous voyez à l'écran, est sans doute l'un des premiers chercheurs à avoir réhabilité ce dictionnaire de la langue huronne et à montrer son importance dans la transmission de l'héritage linguistique autochtone. Je dois préciser que Jean de Brébeuf, dont je parlerai un peu plus tard, a lui aussi composé un dictionnaire du Huron, mais celui-ci s'arrête à la lettre P, puisqu'il est mort avant d'avoir pu terminer, et c'est vraiment dommage parce que ça nous donne un point de comparaison. Alors, la préface de ce dictionnaire est aussi très intéressante parce que l'auteur y affiche une sensibilité aux disparités des langues locales. Il a bien conscience des différences dialectales, phonétiques entre les locuteurs qui font du Nouveau Monde une véritable tour de Babel, pour reprendre l'expression de certains missionnaires. Et je cite cette préface: « Comme nous voyons en France beaucoup de différents accents et de mots
Nous voyons la même chose aux provinces, villes et villages où la langue huronne est en usage. C'est pourquoi il ne se faudra point étonner si en voyageant dans le pays, on trouve cette difficulté qu'une même chose se dise un peu différemment ou tout autrement en un lieu qu'en un autre, dans un même village et encore dans une même cabane. Alors évidemment, ces propos peuvent sembler un peu exagérés, mais il faut rappeler que le huron étant une langue non fixée par l'écriture et beaucoup plus sujette aux variations dialectales que ne le sont les langues européennes. Et on compte dans les parages de la Huronie au moins 6 ou 7 dialectes hurons. Donc c'est dire que c'est quand même important. Alors, on retrouve ici dans le dictionnaire de la langue huronne, on peut observer du moins une bonne maîtrise du système grammatical huron, ainsi qu'une certaine conscience du lexicographe, du caractère agglutinant de cette langue qui pose de nombreux problèmes à ceux qui tentent de l'apprendre. Les Hurons, écrit-il, ont un grand nombre de mots qui sont autant de sentences. Bien qu'ils disent l'avoir élaboré en moins de 12 petits jours, son répertoire de phrases constitue un guide de dépannage assez complet pour les nouvelles recrues envoyées au Canada. Si on compare, par exemple, ce dictionnaire aux petits vocabulaires qui ont été édités par Cartier et Lescarbot, on se rend compte de l'ampleur de sa contribution. À titre d'exemple, je rappellerai que le dictionnaire de Jacques Cartier comportait environ 200 entrées, le plus souvent des parties du corps, des objets et les chiffres énumérés jusqu'à 10. Celui de l'Escarbot est encore beaucoup moins volumineux, tandis que le dictionnaire de Sagard est vraiment un dictionnaire en lui-même qui concilie un inventaire thématique avec l'ordre alphabétique. Alors, ce dictionnaire mis en forme comprend de nombreuses formules touchant la préparation des repas, la sexualité, les premières nécessités, la survie en forêt, les voyages en raquette, la maladie, la famille et encore plusieurs autres thèmes. On retrouve également de nombreuses expressions liées au troc et aux échanges. Le verbe donner est très important, de même que prêter, emprunter, quérir et tous leurs synonymes. On retrouve également de nombreuses formules liées au poids et à la quantité. Et l'inventaire des nombres jusqu'à 2000. Alors, ça surpasse de loin ce qu'on avait chez Lescarbot et Cartier. À quoi il faut ajouter des formules telles que tu es chiche, tu n'es point libéral, quand on refuse de se prêter au troc, qui est quand même très important, qui permet d'établir des liens d'amitié et des relations avec les Autochtones. Donc, autant d'indices à mes yeux qui révèlent que le lexique était d'abord conçu pour le négoce. Mais l'objectif avoué du livre est d'aider, je cite, ceux qui entreprendront ce voyage pour le salut et la conversion de ces pauvres Hurons. Alors, on va regarder maintenant la part que joue la spiritualité dans ce lexique. Et je cite Jack Warwick, qui a préparé une édition qui est parue à la Bibliothèque du Nouveau Monde, qui affirme que le dictionnaire contient tout le lexique nécessaire pour attaquer les croyances des Wendat et formuler des concepts chrétiens rudimentaires. Alors, il est vrai que sous la rubrique Oskaya, on retrouve des éléments qui permettent aux récollets de formuler les bribes d'une théologie simplifiée. Je ne donne que quelques exemples. Il est au ciel, les âmes des défunts n'endurent point, la demeure du diable est sous terre. Donc, on peut passer, mais par contre, il y a d'autres énoncés qui traduisent toutefois les croyances des Amérindiens, comme par exemple la demeure d'Oskaya est loin d'ici, les neutres ont vu Oskaya,
Les hommes dansent avec Anton Sik, qui est bien sûr la grand-mère d'Oskaya. En fait, pour peu qu'on regarde ce dictionnaire attentivement, on se rend compte qu'il mélange l'enseignement catholique et les croyances huronnes. Disons que sur le plan de la théologie, c'est un livre qui peut paraître assez éclectique, comme certains passages d'ailleurs des livres de Saga. Alors, force est d'admettre, quand on regarde la petite portion qui concerne la spiritualité et les autres rubriques, que celle-ci tient une place très restreinte dans le dictionnaire. On remarque entre autres aucun équivalent pour exprimer les concepts de mal, de péché, sur lesquels l'enseignement chrétien, on commençait, repose largement. Alors, vous voyez à l'écran un détail d'une fresque qui se retrouve dans la chapelle de Silénie, qui est à 18 km de Metz. Et cette chapelle comporte justement cette très belle fresque du jugement dernier. Et Saga aurait, selon ses dires et selon l'interprétation qu'en fait Jack Warwick, mais je la partage, vu cette fresque qui est dans laquelle justement il voit la bouche de l'enfer, qui est d'ailleurs conforme à la représentation qu'on avait à l'époque au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait eu l'idée de venir évangéliser ces pauvres Amérindiens, ces pauvres infidèles qui étaient voués à ces tourments éternels. Donc, même si ça ne paraît pas toujours dans le grand voyage, je dirais que Sagar est une âme tourmentée par le mal. Donc, sur le plan de la théologie, cependant, il va constater que la langue huronne est très pauvre parce qu'elle ne contient pas de mots pour exprimer les réalités théologiques. Et c'est un constat qu'avait d'ailleurs fait Paul le Jeune et Champlain à propos des montagnais. Alors, c'est tiré bien sûr de l'histoire du Canada. Leur langue est assez pauvre et dissetteuse de mots, en plusieurs mots, et particulièrement en ce qui est des mystères de notre sainte religion, lesquels nous ne leur pouvions expliquer, ni même le paternoster, sinon par périphrase, c'est-à-dire que pour un de nos mots, ils en fallait user de plusieurs des leurs, car entre eux, ils ne savent ce que c'est que de sanctification, de règne céleste, du très saint sacrement. Les mots de gloire, Trinité, Saint-Esprit, paradis, enfer, Église, foi, espérance et charité et autres infinis ne sont pas en usage chez eux. Très curieusement, son lexique ne proposera aucune de ces périphrases pour traduire ces réalités. Et on retrouve, plus encore, des affirmations complètement contraires à la doctrine chrétienne ou à son engagement missionnaire. Par exemple, les âmes des Hurons ne sauraient monter, en parlant de la rédemption, alors que les missionnaires entretiennent justement cette espérance de salut universel. On retrouve, ce qui peut surprendre encore plus, des expressions à caractère licencieux telles « couchons ensemble » ou « couches-tu avec des filles ». Donc, c'est sûr que comment expliquer de tels énoncés sous la plume d'un récollet austère comme Sagar, sinon par l'aide de truchements laïques. Et là, on peut penser à Étienne Brûlé, qui a séjourné longuement en Huronie et qui était décrié par les jésuites pour ses mauvaises mœurs. Sagar avait quand même pu observer, ou conserver, je devrais dire, des rapports cordiaux avec lui. Alors, on peut quand même s'étonner que Sagar ait retranscrit de tels énoncés. Et comment expliquer cela, sinon par le fait que sa curiosité dépasse de loin les nécessités de l'enseignement missionnaire. J'aborde maintenant les erreurs et les approximations du dictionnaire. Si on en croit l'histoire du Canada, Sagar aurait laissé non pas un, mais plusieurs dictionnaires de langues autochtones qu'il voulait insérer
dans un autre volume à part, son histoire du Canada. L'histoire du Canada fait plus de 1000 pages, donc insérer 3-4 dictionnaires à sa suite, c'était presque déraisonnable. Et c'est avec regret qu'il va y renoncer tant sa curiosité pour les langues autochtones est importante. Il le dit, « J'ai cru avec le conseil de nos amis qu'il valait mieux laisser toutes ces pièces et ces dictionnaires pour un autre tome à part que de grossir trop inconsidérablement ce livre. Autrement, il m'eût fallu, contre le sentiment de plusieurs, retrancher de mon livre de belles autorités. » Alors ici, il fait allusion à toutes ces citations savantes et ces collages qui émaillent son histoire du Canada et qui viennent grossir considérablement son ouvrage. Il va donc parler de ces dictionnaires et il en parle plusieurs fois dans son histoire du Canada et on comprend que leur réception a été plutôt mitigée. Il va d'ailleurs s'excuser pour les nombreuses erreurs qu'on y retrouve. « Je sais bien, écrit-il, qu'il y peut avoir des fautes en mes dictionnaires et que plusieurs choses y manquent pour les rendre parfaits. Mais je ne doute point aussi qu'un plus habile que moi ne se trouva bien empêché de pouvoir faire mieux en si peu de temps que j'y ai consacré. » Alors, on pourrait croire ici qu'il s'agit d'un aveu de fausse modestie, mais en fait, il existe bel et bien plusieurs erreurs dans ces dictionnaires, et notamment dans le seul que nous avons conservé, le dictionnaire de la langue huronne. Entre autres, Sagard, qui se plante très fréquemment d'avoir une ouïe imparfaite, va quelquefois dans les mots hurons ajouter des consonnes qui ne devraient pas figurer. D'un livre à l'autre, et même dans le dictionnaire, on remarque des hésitations quant à la graphie. Par exemple, je ne donne qu'un exemple, Sagard traduit sa mère tantôt par Sandou et tantôt par Sandoué. Donc, c'est un flottement. Il y a des confusions phonétiques encore beaucoup plus graves. Par exemple, mon frère et ma sœur en huron sont traduits indifféremment par attaquant, qu'il écrit de deux façons. Je ne suis absolument pas sûre de la prononciation, mais selon Bruce Trigger, il devait y avoir une distinction entre ma sœur et mon frère. Alors, Bruce Trigger a même si sa transcription n'est peut-être pas tout à fait conforme à la transcription qu'on adopte aujourd'hui, a relevé attaquant et étaquant. Donc, il y a la première partie du mot que j'ai mis en gras qui change. Et on remarque dans le dictionnaire de Sagard que très souvent, les erreurs qui sont contenues concernent la première partie des mots. Quelquefois, cette première partie des mots est omise. Alors, je vous montrerai au cours de cet exposé d'autres exemples. Alors, de la même façon qu'il ne fait pas la distinction entre mon frère et ma sœur, il va confondre encore le masculin et le féminin quand il traduit mon neveu et ma nièce. Donc, c'est quand même intéressant. Il va traduire dans les deux cas Iwaton, et deux graphies différentes. Et d'après les recherches récentes de John Stakely, il existait en huron une forme féminine pour traduire ma nièce et mon neveu. Alors, les deux graphies sont à l'écran. Apparemment, c'est seulement le H aspiré qui permet de faire la distinction. Donc, c'est une distinction assez subtile qui a échappé à Sagard, qui a échappé aussi à Pierre Poitier, qui a fait lui aussi une sorte de lexique français-huron. Et on remarque encore une fois que c'est la première syllabe, la nuance entre la première syllabe des lemmes hurons qui lui échappe. Ce qui est encore peut-être un peu plus grave que cela, Sagard semble ignorer la façon de désigner les neveux et les nièces en huron dépend surtout du sexe du locuteur. Les femmes désignent la progéniture de leurs frères et sœurs par le mot Chinarka, tandis que les hommes les appellent Enwaten, le mot qui figurait à l'écran. Donc,
c'est une lacune quand même très considérable d'avoir omis ça, et ce qui suggère que notre Récollet avait sans doute beaucoup moins, comme on peut supposer, de contact avec les femmes Hurons. Je dirais d'ailleurs une chose, que les femmes sont les grandes absentes de ce dictionnaire, que la forme féminine, on ne s'en surprendra pas, est à peu près inexistante dans le dictionnaire. Quelques phrases qui se rapportent aux femmes, mais très peu par rapport à l'immense majorité. Alors, il y a dans ce dictionnaire, encore, je fais vite parce que je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails, mais des méprises concernant la traduction, parce que Sagard devait deviner souvent le sens des mots dans le contexte et ce n'était pas toujours facile. Et l'une, entre autres, c'est le mot Anyonha, alors je ne suis pas sûre encore une fois de la prononciation, qui veut dire Jean de fer. Et ce surnom était attesté par plusieurs voyageurs. Les Autochtones appelaient les Français ainsi parce que c'est eux qui leur avaient donné des instruments, des couteaux, des haches, qui étaient très précieux. Mais l'interprétation donnée ou la traduction donnée par Sagard n'est pas exacte selon les recherches de John Stickley parce qu'il n'y a pas dans ce mot la racine du mot faire. Et d'ailleurs, Champlain, lui, va donner un tout autre équivalent à Adorestui qu'il donne dans ses voyages. Donc, il ne semble pas du tout avoir de rapprochement possible. Alors ici, encore, je suis très prudente parce que je n'ai pas vraiment la compétence pour me prononcer là-dessus. Encore plus significative est l'explication qui concerne le surnom que les Hurons donnent aux Récollets. Et ça, c'est un peu drôle, puisque selon Sagard, certains d'entre eux appelaient les disciples de Saint-François Iskou ou Acopet. Alors, ce mot-là, qui est une tournure périphrastique et imagée comme les Amérindiens aimaient les utiliser, voulait dire ceux qui sont habillés comme les femmes, c'est-à-dire les Récollets qui portent leurs habits longs. Alors, si, encore une fois, le surnom est attesté, l'étymologie ou l'explication donnée par l'historien s'écarte de la réalité, puisque dans cette expression ne figure pas la racine du mot femme, qui est nancienne, donc rien qui s'approche à cela. Pour John Stickley, les Récollets étaient appelés Oshitayon. Oshitayon, ça veut dire ceux qui vont nu-pieds, et ça vient du mot de la racine Ashita, pied, et Ayon, qui veut dire dénué de. Il explique cela dans The World of the Huron. Cependant, l'explication de Sagard n'est peut-être pas tout à fait saugrenue ou aussi étrange qu'elle pourrait le paraître, puisque dans le mot iskou, il y a la racine du mot retrousser. Quant au mot acopet, on peut y reconnaître aussi le mot acop, qui veut dire robe ou manteau. Ainsi, la traduction serait avoir des habits retroussés plutôt qu'avoir des habits longs. Donc, une petite nuance ici. Alors, quoi qu'il en soit, cette expression, cette image amérindienne trahit le mépris que certains Hurons réservaient aux Récollets. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'il veut faire. Ça trahit aussi une méfiance de la population locale vis-à-vis ces hommes qui portent des longues robes et qui ne montent pas leurs jambes. Alors, donc, il y a là un effet contraire. Il y aurait bien sûr une étude à faire sur l'usage des thèmes amérindiens dans les écrits de missionnaires qui se situent, les mots amérindiens se situent souvent en porte-à-faux avec le discours du colonisateur missionnaire. Et cela dépasse bien sûr de trop mon propos pour que je m'embarque là-dedans aujourd'hui. Je vais aborder la question des variantes dialectales qu'on retrouve dans le dictionnaire. J'ai mentionné la présence de 6 ou 7 dialectes hurons. Et ce qui est intéressant, c'est que John Stickley
a mentionné que dans ce dictionnaire, on retrouve des mots qui n'ont aucune racine huronne et qui proviendraient de l'Iroquois laurentien. Alors, ça paraît étonnant, en effet, et il va même jusqu'à suggérer dans ses écrits que le lexique de Sagard comporterait énormément de mélanges et serait une langue en quelque sorte pidginisée, une sorte de pidgin, si je peux utiliser le mot qu'il utilise. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que les interprètes qui ont conçu ce dictionnaire avaient des rapports étendus avec les autres nations huronnes. Mais ça suggère aussi qu'ils avaient des contacts avec les gens de la vallée laurentienne aussi. Donc peut-être, bien sûr, qu'ils ont voyagé, mais il faut se rappeler que les Amérindiens accueillaient souvent des prisonniers, des femmes, etc. Et il y a pu avoir une certaine contamination des langues. Alors je trouve que là, il y aurait vraiment des recherches à faire à ce propos. Parmi certaines variantes dialectales qu'on retrouve dans l'œuvre de Sagard et dans son dictionnaire, il y a le mot Anan qui revient, et Anan serait une façon d'exprimer ta mère, à peu près l'équivalent de Sandwen et Sanan. Donc, cette manière de dire n'apparaît que dans le dictionnaire de Sagard et reflèterait toujours, selon Stéclé, une particularité dialectale. Donc, avant de terminer sur ce point, j'ai préparé une sorte de tableau. Je vous avais dit que je parlerais du dictionnaire de Brébeuf, et c'est intéressant quand même. J'ai pris quelques mots et j'ai mis les équivalents donnés par Sagard et donnés par Brébeuf. Alors, la farine de blé grillée, qui est un élément très important dans l'alimentation en Huronie, elle est traduite par Sagard Échion et par Brébeuf Emchion. Alors, vous voyez, c'est la première voyelle qui est différente, mais c'est quand même très similaire. Et vous pouvez comparer également les autres mots et les équivalents. Alors, on peut conclure qu'il y a une fiabilité, une certaine fiabilité, même si Sagard hésite souvent sur les transcriptions qu'il va donner aux mots, puisque l'alphabet phonétique n'existait pas à cette époque et c'était pas pratique. Et certaines de ces différences s'expliquent du fait que Sagard a surtout entendu les membres de la nation de Lour du Sud, qui est une tribu importante en Huronie, tandis que Brébeuf a surtout côtoyé les membres de la nation de Lour du Nord. Donc, je termine là-dessus, mais j'aborde maintenant le deuxième et dernier point de cet exposé, l'histoire du Canada, somme du savoir linguistique des Récollets. Alors, dans cet ouvrage, il va apporter un grand nombre de nuances sur ce qu'il avait écrit sur les langues autochtones. On retrouve notamment un souci d'exactitude ethno-linguistique. Et l'auteur va corriger fréquemment des mots qu'il a employés, ou encore même, il va corriger certains de ses confrères récollets. Dans l'histoire du Canada, dans le 4e livre, il reproduit une lettre de Joseph de la Roche, un autre récollet qui a séjourné au pays des Neutres, qui se trouve pas très loin de la Huronie, et celui-ci raconte sa mission au pays des Neutres. Et Sagard va corriger un petit détail où il utilise un terme autochtone, le terme Haut-Toronto, qu'il définit comme de l'huile. Et Sagard dit non, ce n'est pas à proprement parler de l'huile, mais c'est plutôt, il y en a beaucoup. Alors, une petite anecdote à propos de cela, je dirais que c'est de là qu'on dit que vient l'étymologie du toponyme Toronto. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais Lucien Campeau donne raison à Sagard en disant qu'huile se disait en Huron à Toronto. Donc, très subtil comme nuance, mais c'est c'est quelque chose, on se rend compte quand même de ce souci d'exactitude qui caractérise l'histoire du Canada.
On y retrouve également de nombreux termes amérindiens qui ne figuraient pas dans le premier livre, ce qui montre qu'entre 1632 et la publication de l'Histoire du Canada, dont Sagard obtient le privilège à la fin de l'année 1635, l'auteur a continué à réfléchir et à se perfectionner dans les langues amérindiennes. Donc, il va inclure notamment des termes en montagnais. Et certaines de ces expressions, il dit les avoir appris avec le dictionnaire de Pierre Pasté-Deschouans, qu'il a étudié avant son départ pour le Canada, mais aussi de son propre aveu des religieux de Québec. Ce peu que j'en ai su davantage, écrit-il, je l'ai appris de nos religieux de Québec, des montagnais, et d'un petit dictionnaire composé et écrit de la propre main de Pierre-Antoine, notre Canadien, que j'ai cru d'autant plus assuré que ce sauvage l'a fait avant qu'avoir perdu les idées de sa langue. Et si les fautifs ont quelque chose, c'est en la manière que je le suis en la langue française, en comparaison d'un orateur disert, car il y a le bon et le mauvais montagnais, comme il y a le bon et le mauvais français, duquel j'imite le dernier pour ne pouvoir faire mieux. Donc, petite touche d'humour de Sagard qu'on retrouve très fréquemment, mais cette petite déclaration en dit long sur les circonstances qui ont mené à la composition de ce livre, qui est un ouvrage de collaboration où on retrouve des interpolations. J'aurai l'occasion de vous montrer un exemple manifeste de cela. Donc, il va reprendre des mots montagnais, des extraits de la relation de Paul Lejeune de 1634 où on donne des termes montagnais. Et pour donner un exemple, par exemple, il va emprunter le mot chien à Paul Lejeune, qui l'écrit Atimoy, alors que Lejeune l'écrit, lui, Atimou. Une graphie qui est d'ailleurs beaucoup plus proche que la graphie qui est consignée dans le dictionnaire de l'île Drapeau, Atimou, qui est presque identique à celle que donne Paul Lejeune. Donc, il recopie, mais modifie en même temps. Il est aussi intéressant de remarquer qu'il va donner des équivalents montagnais, qu'il est le seul à son époque à avoir répertorié. Et un exemple, je pourrais en donner d'autres, mais je vais me limiter à un, qui à mon avis est éloquent, c'est le mot sentiméo, pour dire moustique. Parce que ces moustiques-là, ils étaient en milieu. Et dans ce mot, on a bien sûr une certaine similitude, on retrouve une certaine similitude, avec Chachiméo, en langue inou actuelle. Donc, il y a une parenté, et Pierre-Michel Laure va donner le mot Utchéou, qui voudrait dire mouche. Alors, on remarque. Alors, pour revenir un petit peu à ces ajouts, je mentionnerai qu'il est évident que Sagard a eu un informateur privilégié pour composer cela, parce qu'il a très peu séjourné dans le pays des montagnais. Il a passé quelques semaines à peine. Donc, alors, comme pour le Huron, on retrouve, en ce qui concerne les mots et les expressions montagnaises, des erreurs de traduction, puisqu'il interprète souvent, globalement, un peu comme quand on apprend une langue de manière communicative. Pour ceux qui connaissent la pédagogie des langues, on doit traduire selon le contexte. Et il traduit l'expression « choter et gamacher » par « arrête-toi, ne crie pas » et rien de plus, alors que cette expression, si on se fie à l'étymologie, aux racines, marcher, qui vient de machin, signifie bouger. Il aurait donc été plus exact de traduire l'expression par « ne bouge pas », si on en croit le livre des racines montagnaises de Bonaventure Fabre. Alors, on peut voir qu'il éprouve une passion pour l'étymologie et les langues autochtones. D'ailleurs, il va s'intéresser aux patronymes amérindiens, un peu comme l'avaient fait l'escargot et Léry dans son Histoire d'un voyage en la terre du Brésil. Et il va également, dans son Histoire du
Canada corriger ce qu'il avait affirmé dans le dictionnaire et dans le Grand Voyage, où il affirmait que l'expression sa chanceta, voulait dire festin, et là il va nuancer en s'appuyant sur l'étymologie de ce qu'il avait écrit. Alors Sagard est confronté à son arrivée au Canada au multilinguisme, parce qu'on parlait de multitude de langues avec plein de dialectes, plein de différents accents, et il va donc s'intéresser non seulement à la langue huronne, et il s'intéressera aussi aux montagnais et aux Népissings. Alors les Népissings, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie de l'Ontario, c'est au nord des Grands Lacs, et alors qu'il a séjourné très brièvement parmi cette nation lors de son arrivée, lors de son voyage vers la Huronie. Alors, il va pourtant devoir réduire ses ambitions, comme il le dit, parce que, comme on dit, trop c'est trop. Je fus contraint de quitter les 2 premières langues, et vaquer seulement à la dernière, car en pensant parler d'une, j'y entremêlais des mots de l'autre. Je courais après 3 lèvres et n'en prenais aucun. Donc, encore une fois, donc il va, mais c'est à regret qu'il renonce à cela. Alors, je ne pourrais pas parler de l'apport de Sagard à l'étude des langues autochtones sans mentionner le chapitre 22 de son histoire du Canada, qui est un essai synthétique remarquable sur les langues autochtones. Et dans cet essai, il va distinguer, mieux que nulle part ailleurs, les 2 grandes familles linguistiques qu'on retrouve en Nouvelle-France, soit la famille iroquoienne et la famille algique, qui opposent les locuteurs amérindiens. Toutes les langues de la Nouvelle-France se peuvent réduire en 2 principales, à savoir huronne et canadienne. Alors, le terme canadien est employé à toutes les sauces dans ce livre, mais ici, ça a le sens de algonquien ou algique. Alors, encore aujourd'hui, cette distinction est acceptée par la plupart des linguistes, des spécialistes des langues autochtones. Et c'est encore dans ce chapitre qu'il va expliquer le mieux le caractère agglutinant du Huron. Alors, il en a parlé très brièvement, rappelons-nous, quand il a présenté son dictionnaire de la langue huronne, mais là, il écrit de manière beaucoup plus précise. Leurs langues sont en quelque chose plus fécondes et nombreuses, pouvant dire une même chose par quantité de différents mots, entre lesquels ils en ont de si riches qu'un seul peut signifier autant que 4 des nôtres, principalement la langue huronne, c'est-à-dire qu'ils ont une infinité de mots composés, lesquels sont des sentences entières, comme les caractères des Chinois. Alors, mon ami chanoine serait sans doute content de voir que Sagard s'intéresse aussi à la langue chinoise. Il faut admettre cependant que le rapprochement avec le chinois est quelque peu étonnant. En effet, Sagard ne compare pas, comme on peut le croire, le mandarin, qui est une langue synthétique non flexionnelle, avec le huron, mais la morphologie de cette langue amérindienne et l'écriture chinoise, dans laquelle chaque graphème correspond à un mot entier et non seulement à un son, comme en français. Bien que non scientifique, la comparaison établie par Sagard ne manque pas, il faut bien l'avouer, d'une certaine finesse. Je dois dire aussi que le rapprochement n'est pas tout à fait original, parce que le parallèle entre les langues autochtones et le chinois avait déjà été évoqué par José de Acosta. Il sera repris par l'historien Charlevoix, dont j'ai parlé, qui affirme sans aucune preuve que les Sioux ont un accent oriental. Et on retrouve également ce parallèle qui est affleuré par Lafitau, qui affirme dans un traité que le ginseng est un mot, ce mot iroquois serait originaire de la
Tartari orientale. Bon, bref, hein, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'on voit à travers cet essai, c'est que l'auteur va bien au-delà de ses connaissances. Et on le voit particulièrement lorsqu'il se met à parler de cette langue qui le fascine énormément, celle des Népissingnes. Alors, il écrit, on dit qu'il y a en quelques contrées des Indes une nation dont les hommes ont un langage particulier et les femmes un autre, sans qu'il leur soit loisir d'user de celui de leur mari. Il n'en est pas de même entre nos nations canadiennes, mais entre toutes, il me semble que les femmes ébicériennes, c'est-à-dire Népissingnes, on les appelait aussi les sorciers, parlent le plus délicatement et mignardement. Elles ont un petit bec affilé, dont vous diriez que les paroles leur partent du bout des lèvres. Je m'étonnais même comment elles se pouvaient entendre et le truchement richer comprendre ce qu'elle disait, qu'il n'arrive pas à entendre. Donc là, il évoque les différences entre la prononciation des locuteurs selon leur sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie de cette citation, il prend plaisir à déborder ses observations en parlant de cette légende, voulant qu'il existe une langue parlée proprement par les femmes et par les hommes. Une légende qui vient probablement d'Hérodote, qui raconte que les Scythes ayant épousé les Amazones ne pouvaient se comprendre. Et puis, il y a Corneille Whitfield qui affirme un peu la même chose à propos des époux japonais. On retrouve d'ailleurs des échos de ces légendes anciennes chez certains voyageurs, comme par exemple chez le dominicain Duterre, que Réal connaît bien, et plusieurs autres. Donc, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Donc, je vais rester à Sagard. Sagard revient très fréquemment aussi sur les difficultés d'apprendre ces langues et sur cette prononciation si difficile. C'est ce qu'il lui fera dire. Il se trouve une autre grande difficulté en ces langues, en la prononciation de quelques syllabes, à laquelle consistent les diverses significations d'un même mot, qui est une difficulté plus grande que l'on ne pense pas, car ne manquez seulement en une, vous manquez en tout. Ou si vous vous faites entendre, ce sera tout autrement que vous ne désirez, comme en ce mot ébicyrien, kidoskin, lequel veut dire avec une certaine façon de prononcer, tu n'as point d'esprit, et par un autre ton signifie tu as menti. Donc, et là encore, on voit justement comment les variations significatives de l'intonation peuvent justement justifier la comparaison inattendue des idiomes amérindiens avec le chinois. Donc, pour justifier un peu Sagard, je dis cela. Alors, cet essai sur les langues autochtones comporte aussi des éléments très troublants. Des éléments très troublants. Et la difficulté des langues peut-être a contraint Sagard ou son correcteur à mettre cette phrase que je vais lire et que je vais laisser soumettre plutôt à votre sagacité. Regardons alors. Mais pour nos langues sauvages, qui en tout siècle changent pour le moins une fois, je conseillerais volontiers ceux qui en ont la puissance d'abattardir et biffer toutes celles qui sont en usage chez les Hurons et les Canadiens et d'introduire en leur place la langue française partout. Car quelle apparence que tant de petits peuples aient des langues si différentes et si difficiles à apprendre. Le sujet ne le mérite pas et les religieux qui ont à les instruire y ont trop de difficultés. En fait, cette citation va à l'encontre de tout ce qu'a dit Sagard. On peut être frappé et il s'agit, à mes yeux, d'une interpolation. On en trouve plusieurs. On trouve dans ce livre qui pose quand même des problèmes d'édition plusieurs interpolations. Et Bruce Trigger affirme que ce sont là des opinions politiques que les Récollets ordonnèrent sans doute à Sagard d'insérer dans son livre, mais qu'il ne partageait probablement pas. Et certainement pas, à mon avis. Je peux renchérir un peu sur ce qu'écrit Trigger. À ce propos,
il est intéressant de noter que peu de temps après la publication de l'Histoire du Canada, Gabriel Sagard quitte l'ordre des Cordeliers, quitte l'ordre des Récollets pour aller au Grand Courant des Cordeliers. Donc on peut penser, on peut présumer qu'il n'a peut-être pas été très satisfait de ce qu'on a fait de son ouvrage. En fait, c'est une supposition. Quoi qu'il en soit, le passage est tout à fait éloigné des idées de Sagard, qui déploie tant d'efforts pour se familiariser avec les manières de dire du pays, et ces remarques s'inscrivent plutôt dans la lignée de celle de José de Acosta, qui constate que les prédicateurs n'ont pas le don de plusieurs langues et qui juge superflu l'apprentissage des multiples parlers en usage. Donc là, ici, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est une hypothèse, mais j'en viens à la conclusion. Ce qui est bien évident, c'est qu'à travers ce livre, on voit que Sagard a combattu les préjugés défavorables aux manières de dire de ses compagnons amérindiens, puisqu'on qualifiait leur langue souvent de barbare, de grossière, etc. Il a été séduit par ces langues amérindiennes et par la beauté aussi de certains chants autochtones. Donc, on va retrouver notamment dans certains exemplaires de l'Histoire du Canada, partout à la fin, des partitions, des notations de chants autochtones. Mais dans le chapitre 22, il va inclure certains chants. Les paroles de ces chants, certaines viennent de l'escargot et d'autres viennent de lui-même. Un de ces chants est une sorte de Wanderlied, pour reprendre une expression allemande, un chant de marche en quelque sorte. Et donc, il est intéressant de voir que Sagard a été jusqu'à transcrire cela, et il va projeter aussi certaines réflexions de Marc Lescarbot. Alors, Sagard souvent fait ça. Il va copier des passages, puis il va greffer sur ces passages ses propres réflexions. Alors, je terminerai en disant que le Récollet a su, avec les limites de sa science, immortaliser les voix de ses amis, qui l'exhortent gentiment à prendre la plume. Et je ne peux résister à cette tentation de vous lire cette dernière citation qui illustre bien le contexte dans lequel Sagard apprenait la langue. J'écrivais et observant soigneusement les mots de la langue que j'apprenais, j'en dressais des mémoires et j'étudiais et répétais devant mes sauvages, lesquels y prenaient plaisir et m'aidaient à m'y perfectionner avec une assez bonne méthode, me disant souvent Aviel pour Gabriel, qu'il ne pouvait prononcer à cause de la lettre B, qui ne se trouve point en toute leur langue, non plus que les autres lettres labiales, Asewa, Anyoha et Siratonga. Gabriel, prends ta plume et écris. Puis, il m'expliquait au mieux qu'il pouvait ce que je désirais savoir. Alors, c'est une anecdote évidemment touchante où on voit notre Récollet en train d'écrire et ses amis autochtones qui l'invitent, mais elle n'est pas indifférente dans le contexte de cette rivalité missionnaire, puisqu'elle est en quelque sorte une réponse aux critiques de Charles Allemand, qui avait dit, je le rappelle, que les Récollets n'avaient pas su obtenir la collaboration des Truchements. En outre, Sagard se valorise dans la communication interlinguistique entre les deux cultures. Alors, cet apport aux langues est considérable. C'est une réflexion documentée sur la diversité linguistique nord-américaine. Sagard a un souci constant de rendre le pittoresque languagé et l'altérité linguistique amérindienne. On se rend bien compte que les réalités d'Amérique sont intraduisibles. Il faut toujours situer ce livre dans le contexte publicitaire. On se rappellera que les Récollets ne ménagent pas leurs efforts pour défendre la réputation de leurs confrères et de leur ordre. Et 50 ans
Après la publication de l'Histoire du Canada, Chrétien Leclerc, un autre Récollet, reprend le flambeau dans le premier établissement de la foi, où il dénonce les historiens qui ont attribué le premier dictionnaire de la langue huronne au jésuite Paul le Jeune, alors que, selon ses dires, c'est à Joseph Le Caron que revient l'honneur d'avoir ébauché le premier dictionnaire de la langue huronne dès 1618. Les mises au point de l'auteur du premier rétablissement de la foi, un demi-siècle après la publication de l'Histoire du Canada, montrent bien l'importance qu'occupait encore à cette époque, dans les esprits, la bataille pour l'évangélisation des Autochtones et ce que j'appellerais la querelle des dictionnaires. Je vous remercie.